Invité d'un salon de la BD, quel honneur et quelle surprise. En quoi mon travail peut-il intéresser les fidèles de la BD? Mais puisque vous l'avez voulu, c'est pour moi l'occasion à laquelle vous n'échapperez pas de partager mes considérations personnelles sur les relations, les passerelles, les interférences entre le monde de l'affiche et celui de la BD. Je me permets de le faire au nom du fait que depuis ma prime enfance, j'ai entretenu un contact très fort avec cette forme d'expression dont j'ai suivi l'évolution de près depuis les albums de Tintin aux hebdomadaires illustrés, comme on disait, de Tintin, Spirou, puis plus tard Pilote, puis encore plus tard À suivre. J'ai suivi les évolutions de ces publications, parfois de leur création jusqu'à leur agonie commerciale. Ils encombrent mes bibliothèques et je ne les regarde pour ainsi dire jamais, sauf peut-être un recueil de Spirou de 1956, relié par mes soins pour voir combien de choses ont changé ou n'ont pas changé, quand je considère le succès persistant de certains héros de cette époque. Depuis une vingtaine d'années, j'ai cessé de suivre l'actualité de la BD et les nouveautés. Je les côtoie encore ponctuellement par les cadeaux que me font mes amis éclairés. Mais revenons à l'affiche. L'affiche est un art mineur, comme la BD. Ah non, pardon. Je rectifie. L'affiche est un art mineur, comme la BD au temps de mon enfance. Car maintenant, la BD est aujourd'hui un genre littéraire important, reconnu, que nul ne pense contester. Dans les années 50 et même 60, elle était destinée à un public très restreint, celui de l'enfance, mais suivi par quelques amateurs éclairés, sensibles à la qualité des scénarios et de la narration dessinée. Aujourd'hui, la BD attire les auteurs et dessinateurs de talent qui auraient choisi d'autres supports à une autre époque. Et la notoriété de ce support crée un engouement d'une croissance exponentielle. L'affiche, elle, reste un support peu revendiqué et peu honoré. Ceux qui le pratiquent sont appelés graphistes. Et si cette profession est devenue respectable, l'affiche n'est que la partie émergée et minoritaire d'une activité multiforme. Je crois être une des rares personnes à y trouver un intérêt passionnel pour sa pratique et son langage. Bref, qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à choisir un support éphémère et peu valorisant? Mais je suppose que ce type de pulsion irrationnelle devait aussi animer ceux et celles, bonjour Claire, qui choisissaient les BD dans les années 50. Le langage de l'affiche est un langage minimaliste, car l'affiche dans le paysage urbain ne reste qu'une fraction de seconde dans le champ visuel. Elle doit pouvoir être enregistrée dans ce temps exigu. Cela impose donc à l'image, comme au texte, d'être le plus concis possible. J'ai toujours été fasciné par l'interaction du texte sur l'image et réciproquement. Le langage de l'affiche moderne est une combinaison des deux, qui, dans l'idéal, se complètent l'un l'autre. Bien sûr, il arrive que l'affiche ne soit qu'un texte, qu'un mot, dans ce cas, le texte,
est image également. Les affiches sans texte, cela existe aussi, mais c'est comme les poissons volants. Elles ne sont pas la majorité de l'espèce. Donc voilà quelques images pour illustrer ce que je viens de dire sur le rapport du texte et de l'image. Ceci, c'était une image pour la réélection de Trump, que je ne souhaitais pas. Et la meilleure façon de s'en débarrasser, c'était le vote. Elle a été reprise par une galerie de Montpellier pour une exposition d'affiches politiques. Donc ça lui a permis d'exister en grand format. Vous pouvez deviner que j'avais une certaine aversion pour ce personnage qu'on appelait Trump. Comment peut-on voter pour un type comme ça? Ça me dépasse. Donc ça, c'est une affiche pour la paix. C'est une affiche violente pour parler de paix. Avant Trump, il y a eu un autre personnage aussi qui m'a passionné, c'était Bush. Et là, c'était une affiche, un jeu de mots, Bush bullshit. Donc c'est purement typographique. De même que cette affiche, ce n'est pas une affiche récente. C'était pour la réélection de Poutine il y a 4-5 ans. Elle était prémonitoire et elle est donc malheureusement toujours actuelle. Mais même si ce n'est que 6 lettres, vous savez, le dessin, c'est une composition des lettres. C'est autant du dessin que du texte pour moi. Revenons chez nous. Une petite musique. Pimpon, pimpon, au feu. Ça, c'était une affiche pour célébrer Paris. Et donc, je me suis dit que tout le monde rêve d'avoir eu une histoire d'amour à Paris. Et cette histoire d'amour, si elle existe, ou si elle a eu lieu, ou si elle aura lieu, sera connectée à un lieu, à une rue, à un bistrot, ou à une station de métro. Pour célébrer le 70e anniversaire de la bombe atomique d'Hiroshima, c'est la superposition d'une image et d'un texte dont je vous donne la traduction en français, « Un pas de géant pour l'humanité », qui est la phrase prononcée par Armstrong quand il a mis les pieds sur la Lune. C'est une phrase sacrée. Donc c'est une affiche qui ne doit pas plaire aux Américains, parce que le leap, c'est le grand bond en avant, est écrit à l'envers. Donc c'est un grand pas en arrière. La bombe atomique est un grand pas en arrière pour l'humanité, ou pour la... Ouais. Plus récemment, quand nous étions tous confinés l'année dernière, on pouvait espérer que, enfin il y a 2 ans, que 2021 nous libérerait. La BD, donc je vous ai dit que l'affiche était une cohabitation d'un texte et de l'image. Dans la bande dessinée, la BD fait aussi cohabiter le texte et l'image dans le rectangle de la case. Mais la relation est d'une toute autre nature. Cette cohabitation correspond à des codes. Cela a pris un certain temps pour que le commentaire, la légende, s'introduise dans des bulles, des phylactères, comme disent les universitaires. Je ne suis pas sûr que beaucoup de lecteurs, plus attirés par l'image, prêtent attention au partage de ces surfaces de la case entre les bulles et la surface dessinée. C'est pourtant pour moi, avec mon œil de graphiste, un travail graphique non négligeable qui participe aussi à la qualité du récit. À chacun son style de composition et de partage des espaces.
les espaces de celui de D.P. Jacob ou de ses avatars ne pouvant se confondre avec celui de Franklin ou de Tardy. Cette occupation du texte dans la case est selon moi indissociable du style des auteurs et participe grandement à l'esprit de la narration. Je n'ai jamais lu d'hommage critique à cet aspect graphique de la BD. Oh, oui. Ah non, non, je me traite debout. Donc j'ai Tintin. J'ai choisi des images gratinées, bien sûr. C'est très différent de chez de Franquin. Ou Tardy. Ou Gire. Ou Jacobs. Ou Mandrika. Ou Gottlieb. La bulle, le cadre, les codes de la BD, c'est ce que j'ai voulu mettre en valeur lorsque j'ai eu la chance de me voir commander l'affiche de Comic Salon d'Erlangen, la plus grande manifestation de bande dessinée en Allemagne. C'est ce que j'ai fait lors des 4 premières éditions consécutives, 82, 84, 86, 88. La première fois, j'ai fait une variation sur la bulle. La fois suivante, je me suis attaché au fait que l'image de bande dessinée est une image de petite taille. Et quand on la regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a une trame quand on l'agrandit. Et donc, pour la deuxième version, la deuxième édition, j'ai fait ce tramage et je me suis aussi intéressé au cadre. Tout se passe dans un cadre. Et là, donc, pour mettre en valeur cette notion de cadre, je l'ai fait sortir du cadre, comme si c'était une fenêtre. Pour faire cela, c'était avant l'ordinateur. J'ai donc fait une image de tout petit format et j'ai crayonné, j'ai imaginé les valeurs, j'ai crayonné au crayon gris, une pour le rouge, une pour le bleu, une pour le jaune et une pour le noir. Et j'ai tramé cela en tout petit format et je les ai agrandis pour obtenir cette image-là. 2 ans plus tard, c'était en 86, il y avait cette mode du street art qui reprenait souvent des images de la bande dessinée, d'une manière un peu péjorative d'ailleurs. Et puisque le street art, avec ses pochoirs, prenait les images de la bande dessinée, moi je me suis dit que pour parler de bande dessinée, je vais partir du street art. C'est la réponse du berger à la bergère. J'ai donc fait une image en pochoir. Voilà. Et en 88, comme j'avais plus grand-chose à dire, je fais un assemblage des autres. C'est donc purement graphique et j'avais plus grand-chose à dire. Voilà.
Alors, comme vous avez pu voir, j'étais passionné de bande dessinée, et donc il est normal que les personnages de bande dessinée réapparaissent à l'occasion dans mes travaux. Là, c'était facile, c'était Rock Against Tarzan. Alors là, c'était Tarzan, c'est quoi? C'est le cri Aouh et le slip léopard. Comme je ne pouvais pas montrer le slip, je lui ai fait un gant léopard. Voilà. Ça, c'est avant l'élection de Donald Trump. Donald, c'est Donald, Trump, c'est la trompette. Et donc, j'ai fait cette affiche en imaginant qu'il ne serait pas réélu. Et manque de chance. Et je me disais, c'est une image qui va disparaître parce que Trump, n'ayant pas été élu, ce baudruche, personne ne s'en souviendra. Manque de chance, il a été élu. Et donc, mon image, on a pris pour 4 ans de postérité supplémentaire. Elle a été imprimée en grand en Varsovie. Quelquefois, les personnages de bande dessinée arrivent par hasard. Ça, c'est pour un festival de café-théâtre. En travaillant sur l'ordinateur pour équilibrer la compo, je voulais faire quelque chose d'abstrait comme les constructivistes russes. Et en multipliant la tache noire de la tasse de café, je suis arrivé sur cette composition. Je me suis dit, mais c'est Mickey. Et voilà. Je n'ai jamais voulu aller vers Mickey. Il est venu par hasard sur l'affiche. Voilà. Mais je ne l'ai pas laissé partir. Et je l'ai gardé et je l'ai mis au point. Là, c'était pour un personnage, une manifestation culturelle qui s'appelait Monstre. Alors, pour trouver des exemples monstres, c'est très facile. Il suffit de voir l'actualité. Il y en a plein. Dans la politique, dans la bande dessinée, dans le cinéma. Et s'il y a un personnage donc, que j'ai utilisé et dont je suis très fier, ça c'est une vieille image des années 80. Quand pour le PSU, j'ai utilisé Bécassine parce que j'en avais marre. Moi, je voulais pas. Les complexes de Bécassine, ça ne me concernait pas. Et si on voulait ignorer Bécassine, qui avait une présence que tout le monde connaissait, c'était accréditer la thèse des idiots parisiens sur la Bretagne. Et donc, il ne fallait pas en avoir honte, et au contraire, la revendiquer. Et donc, j'ai fait cette image-là. Et donc, elle a une bouche et des seins. Ça, c'est une autre image que j'ai faite à peu près à la même époque pour un bal antillais qui était une double provocation raciste. C'est-à-dire que j'ai beaucoup regardé Tintin au Congo pour le dessin du noir, parce que pour tous les Bretons, les Noirs, ils ont du raffia autour du nombril. Et pour tous les Noirs, les Bretonnes, c'est des bécassines. Donc on a tous une image dégradée. On est tous susceptibles de son image et très tolérants sur l'image des autres. Donc en équilibrant les deux, hop, ça a échappé à la critique. Ça, pour le festival de Dornay, on m'a demandé de reprendre l'affiche que j'ai refusée, donc j'en ai fait une nouvelle version. Quand il y a eu l'Amoco-Cadix, la pollution de la Bretagne par le tanker, Bécassine devient un symbole. Elle n'aime pas qu'on lui fasse caca sur la figure et elle est en colère. Jour de colère. Oui, je voudrais parler, pour terminer, des rapports entre l'affiche de cinéma et la BD. L'affiche de cinéma est systématiquement une image de montage photographique
avec les photos des acteurs, et c'est ou des photos du film, et c'est très, très rarement des images de création. Alors, il y a des exceptions très bizarres. Aux États-Unis, il y a eu un génie qui s'appelait Saul Bass, et pour les films Preminger, aux États-Unis et en France, parce qu'on utilisait les mêmes images, c'était des affiches graphiques. Mais Saul Bass était surtout connu pour faire les génériques de ces films qui étaient également des chefs-d'œuvre. En France, il y avait un très grand affichiste qui s'appelait Savignac, et Robert Bresson avait le pouvoir d'imposer à la distribution que ce soit Savignac qui fasse les affiches de ses films. Il en a fait d'autres également. Pour d'autres réalisateurs. Un autre grand graphiste, c'est André François, qui a fait les films. Bon, bien sûr, je vous parle des vieux films des années 60, mais pour le cinéaste Pierre Étex. Donc, ce sont des images. Il n'y a pas d'image du film. Alors, quelquefois, donc, on fait appel à un graphiste pour faire une image en relation avec le film. Par exemple, ici, un film avec Jean Rochefort et Catherine Deneuve qui s'appelle Courage fuyons. Mais comme il n'y avait pas un grand succès au départ du film, on a tout de suite changé l'affiche et on a imaginé cette image qui est d'une bêtise classique qui n'est pas mauvaise, hein, mais c'est sans intérêt. Autre graphiste fait par un Polonais, Ciszlewicz, pour un film d'Yves Boisset qui s'appelait L'Attentat. Là aussi, on s'est dépêché de remplacer cette affiche intéressante et originale par celle-là. Il y a un cinéaste, un graphiste polonais qui était aussi un créateur de films d'animation qui s'appelait Jan Lenica, qui était ultra connu et très fort, et qui a fait l'affiche du premier film de Polanski en Pologne, Le couteau dans l'eau, Nóż w wodzie. Et quand Polanski est venu en Europe pour faire ses films, il a demandé à Lenica de faire ses films. Le film Répulsion. Mais il a réussi à imposer l'affiche, mais très vite, les distributeurs ont commencé à bidouiller. Vous voyez, cette affiche, on a dit oui, on va prendre des Nitsa. Mais voilà, le triomphe de l'intelligence. Autre image de Lenica pour Polanski, cul-de-sac. Donc pour les cons et mal comprenants, on a rajouté le mari, la femme, l'amant. Voilà, là aussi, en toute finesse. Alors, je terminerai par... Quelquefois, les cinéastes, amateurs de bande dessinée, d'ailleurs, par exemple Alain Resnais, demandent ou imposent qu'un dessinateur de bande dessinée fasse l'affiche du film. Et ça, c'est Mon oncle d'Amérique, film d'Alain Resnais. Mais c'est dessiné par Bilal. Mais pour moi, cette affiche n'a strictement aucun intérêt. Je ne vois pas ce que le graphisme de Bilal a de plus qu'une photographie. Et quant à la composition, c'est un collage de petites scènes, de décors et d'acteurs
qui est d'un classicisme à faire pleurer. Et c'est dommage de gaspiller son talent à cela. Paf. Encore un autre chef-d'œuvre de Bilal pour Alain Resnais. Ouais, c'est percutant comme image. Et ça, c'est de Druillet pour La guerre du feu. Je trouve qu'il y a une... C'est un bon choix. Je ne suis pas un fanatique de Druillet, mais je pense que c'est un bon choix pour ce type de film. Et c'est une image, c'est une affiche que je pense efficace. Et ça, c'est pour un film de Fellini. On a fait appel à cet immense dessinateur qui est Tardi. C'est pas très original dans la composition et dans l'esprit, mais la qualité, la force du dessin, la force de la caricature donne à ce document une force très grande. Mais ouais, ce n'est pas Tardy qui veut. Hein. Et je terminerai par cet autre génie qui est Möbius pour un film de Ferreri, je crois, Touche pour la femme blanche. Donc c'est un superbe dessin, bon, qui n'apporte pas grand-chose, qui est une magnifique illustration. Voilà. Et pour rigoler, on terminera sur ces images. Mais ce n'est pas des bonnes affiches, mais c'est un dessin tellement merveilleux. Cet humour complètement débile, moi j'adore. Et j'aimerais bien l'avoir dans ma chambre. Voilà, c'est that all, folks. Alors, au stand des éditions Locus Solus, il y a un superbe ouvrage. C'est la publicité. Ouais. Voilà, merci Alain Le Carnet. Je propose à Pierre-François Lebrun, le réalisateur du film, de nous rejoindre sur scène. Et c'est à vous de poser des questions, si vous le souhaitez, à Alain Le Carnet et à Pierre-François Lebrun sur ce que vous venez de voir. Qui souhaiterait poser une première question? Alors, oh là, monsieur, tout au fond, à gauche, enfin sur votre droite, du coup, madame. À droite, derrière vous, derrière vous, derrière vous. Voilà. Oui, bonjour Alain. Je suis Thiago de l'école de design ici à Saint-Malo. Je suis venu accompagner mes étudiants qui vont produire des images bientôt, qui j'espère qu'ils vont peupler le monde d'images de l'avenir. J'aimerais un conseil de votre part pour ces jeunes qui vont être confrontés avec cette réalité. On a vu la vôtre, celle qui a été le contexte qui vous a poussé à produire. Si vous étiez aujourd'hui étudiant et que vous allez démarrer maintenant, est-ce que vous voyez un contexte différent? Vous voyez comment l'avenir de ces jeunes aujourd'hui face aux images qui peuplent aussi des écrans, mais aussi un contexte de crise économique, sociale, écologique. Comment vous voyez ce contexte pour un jeune qui démarre aujourd'hui et quels conseils vous les donneriez? Merci. Je me garderai bien de donner des conseils. Moi, je me suis lancé dans un support complètement minable et marginal, tout comme j'ai fait le parallèle. Ceux qui se lançaient dans les bandes dessinées il y a 40 ans, il fallait vraiment qu'ils soient passionnés par cela. Voilà, moi, j'ai eu de la chance. Je suis tombé à une époque où, dans les années 80, il y avait une forte demande, des années 70 et 80, il y avait une forte demande d'affiches politiques qui n'existent plus aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de pouvoir
de pouvoir me réaliser. Voilà. Moi, je suis un vieux machin. Maintenant, je suis plus... je pense que les jeunes partent sur des bases complètement différentes, avec des techniques complètement différentes. Ils ont une approche de l'ordinateur qui n'est pas la mienne. Je peux... donc je me vois mal donner des conseils. Sinon de croire en eux-mêmes. Je pense que c'est ça le plus important. Voilà. Moi, j'ai eu plutôt de la chance dans mon travail. Enfin, j'ai eu de la chance, comment dire, c'est pas une histoire de réussite, mais j'ai eu de la chance de pouvoir faire ce que je souhaitais. C'est-à-dire que j'ai eu de la chance qu'on vienne me demander des images. Ça ne m'a pas rendu spécialement riche, hein, ni pauvre d'ailleurs, mais j'ai eu la possibilité, parce que mon travail, je dépends des autres. Si on ne me commande rien, je ne fais rien. Et j'ai eu cette chance d'avoir cette demande, et donc ça m'a permis d'exister. Voilà. Si c'est peu comme conseil, mais pardonnez-moi. Une autre question, monsieur devant. Oui, bonjour. Une question à la fois pour vous et puis aussi pour le réalisateur du film. Comment vous qualifieriez dans votre parcours la relation au territoire? Et je mets la question des territoires au pluriel. On vous voit très lié avec l'histoire de la MJC de Douarnenez, le PS et le PSU dans le Finistère, et puis on vous voit aussi en Pologne, on vous voit aussi en relation avec Tarbes. Enfin voilà, quelle est votre relation au territoire et qu'est-ce que vous avez voulu dire sur les territoires à travers vos affiches? Ma relation au territoire, écoutez, je suis breton, j'ai grandi en Bretagne, j'ai une relation avec la Bretagne, mais c'est les hasards qui m'ont fait, qui est de la nomination de l'Éducation nationale, qui m'ont envoyé en Bretagne dans les années 70. Et donc, j'ai partagé la vie, mon travail est le reflet de la vie que j'ai partagée avec la région. Quand on est dans une région, on participe de la vie de cette région, et donc, elle est locale, régionale, nationale, internationale. C'est des cercles concentriques. Et j'ai pas... si vous voulez... on n'a qu'une vie, donc je peux pas vous parler. Je pense que j'aurais pu développer mon travail si on m'avait envoyé dans une autre région. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu le désir de revenir travailler au pays. Peut-être que je l'aurais eu, mais encore une fois, on ne peut pas le dire. J'étais heureux là où j'ai développé mon travail. Je me suis senti à l'aise. C'est pour ça que je n'en ai pas bougé. C'est pas par fainéantise. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir voyager pendant toute cette période. Donc la relation, quand on vit quelque part, je pense que c'est important de développer d'être en accord. On crée des liens avec des gens et on prend parti pour tel personnage, pour tel... on vote, on participe à la vie du pays à sa manière, chacun à sa manière. On est pour certaines choses, on est contre certaines autres. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je n'ai jamais... Vous avez vu beaucoup d'affiches pour le PS.
Il se trouve que j'avais pas ma carte du PS. Il se trouve que j'étais d'accord pour ces combats que l'on défend, qu'il représentait. Il se trouve que j'étais plus pour le PS parce que j'avais une relation avec une personne qui croyait en moi et qui était au PS. Hein, enfin, il est devenu le maire de Quimper, mais enfin, quand il a commencé sa carrière politique, il était simple colleur d'affiche. Hein. Et donc là, on établit des relations d'amitié. Et dans le métier de graphiste, je vous dis, on dépend de l'autre. On dépend de la commande. Sans la commande, le travail n'existe pas. Peut-être le point de vue de Pierre-François Lebrun aussi sur cette... le point de vue de votre voisin, Pierre-François Lebrun, sur cette même question. Je ne vais pas parler à ta place, mais je crois qu'il y a quand même la chance que tu as eue, c'est aussi que par rapport à d'autres régions, à cette époque-là en tout cas, la Bretagne était quand même... ça bouillonnait sacrément, surtout du côté de Quimper d'ailleurs, au début des années 70. Donc ça a été une rencontre, enfin il y avait des opportunités de faire des images qui peut-être auraient existé un peu moins ailleurs en France. Et même quand on discute avec des gens comme Dénès Lostis, là qu'on voit, la personne du PSU, la Bretagne était quand même assez spécifique pour le nombre d'affichages sur la moindre palissade, aussi parce qu'il y avait beaucoup d'événements, beaucoup de fest-noz, beaucoup de réunions politiques. Et quand on voit l'affiche des Bigouden juste pour une réunion de la CGT à Pont-l'Abbé, on voit que les occasions étaient nombreuses, et même pour effectivement une réunion d'un soir, Alain était capable de passer créer des images d'une qualité qu'on n'imagine pas aujourd'hui juste pour 3 heures de réunion dans une petite ville, quoi. Ça, c'est clair. Je voulais vous dire que comme les années 60, début des années 70, on était après 68, c'est pas seulement une lapalissade. C'est-à-dire que la contestation de 68 a vu fleurir des milliers d'affiches. Il y avait un système d'expression directe et automatique, avec des affiches, bonnes ou mauvaises, peu importe, mais les murs étaient couverts. Et après 68, il y a eu cette mode de tous les partis politiques de vouloir communiquer par des affiches. Ils ne cherchaient pas ça. Et c'est comme ça, on fait des affiches. C'est une histoire de mode, sans plus. Cette mode, elle a complètement disparu. La contestation, elle n'a pas disparu. Regardez la télé, maintenant, il y a des manifestations pour tout et n'importe quoi. Hein, les gens défilent dans la rue. Et on les voit brandir, c'est à pleurer, des espèces de cartons merdiques avec écrit au silhouette, oui, libérons ceci, libérons cela, pendons un tel, coupons-lui les oreilles, n'importe quoi, n'importe comment. Et il n'y a plus... Non, enfin, je ne vais pas le critiquer, mais il n'y a plus cette mode de l'affiche. Il n'y a aucun désir d'affiches en ce moment. C'est hors de mode. On ne va pas pleurer, c'est comme ça. Hein, moi, j'ai eu la chance, je vous dis, on appartient à un lieu et à une époque, et on ne peut rien faire pour y échapper. Il se trouve que moi, je voulais faire des affiches, je suis tombé à une époque où on m'a demandé, où il y avait une forte demande d'affiches pour tout et n'importe quoi. On a parlé des Bigouden, hein, comme je dis dans le film, une conférence à Pont-l'Abbé, c'est pas le centre du monde, hein, Pont-l'Abbé. Une conférence, et on vient me demander de faire une affiche pour cela. Ah, ça y est, c'était une autre époque, voilà. Voilà, il est 17h30 passé, on va devoir malheureusement déjà terminer, mais en tout cas, ce sera peut-être sur ce désir d'affiche que l'on va terminer la rencontre. Je renvoie donc évidemment à ce livre qui est affiché ici à l'écran, et puis au film de Pierre-François Lebrun, Colère d'affiches, Pierre-François Lebrun et Alain Le Kernec. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.